beaucoup de travail à faire. Et donc ce soir, je vais vous proposer, par rapport aux outils qu'on trouve en médecine, de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu glaner dans les différents endroits sur la planète et dans les différentes disciplines qui sont disponibles pour nous ici. Alors, je vais quand même, par rapport à Jacques Salomé, utiliser un outil que je sais que vous aimez bien, qui sont des jeux de rôle. Donc, je vais vous demander de participer. Je vais en inviter parmi vous, sauf si vous n'êtes pas d'accord. Mais en général, il y en a beaucoup qui aiment bien de venir sur la scène. Et donc, je vais vous illustrer la généalogie par des jeux de rôle. Donc, je demanderai à certaines personnes, hommes et femmes, de bien vouloir participer. S'il n'y a personne qui vient, je vous le ferai uniquement verbalement. Mais le visuel étant beaucoup, je pense que ce sera une expérience forte. Et pour ceux qui resteront assis, et peut-être encore plus forte pour ceux qui oseront venir devant tout le monde et prendre un rôle particulier que je les inviterai à prendre. Donc, si c'est OK pour vous ce soir, ben on va faire cela. Alors, le verbe principal du titre, c'est le verbe taire. Taire, c'est le contraire de parler. Taire est la caractéristique de tous les règnes vivants en dehors du règne humain. Alors, je vais commencer la conférence en reprenant un petit peu l'évolution. Vous savez, les poissons, ça parle pas beaucoup. Ça tourne en rond, et quand ça fait un tour de bocal, ça n'a pas de mémoire. Donc, un poisson qui arrive devant la salle, il dit « Oh, une salle !» Il refait un tour, et il se réémerveille en disant « Oh, une salle !» Et il refait un tour, et il se réémerveille « Oh, une salle !» Donc, c'est un cerveau très, très primitif, le cerveau des poissons, qui sert à satisfaire les besoins principaux. Petit à petit, quand les poissons commencent à sortir dans l'eau, ça se fait sur des milliers, voire des millions d'années, le grand stress du poisson quand il commence à sortir de l'eau, ou des animaux quand ils sortent de l'eau, c'est qu'ils n'ont plus la protection de la mer, qui règle leur température, qui leur donne la nourriture, parce que un poisson dans l'eau, c'est un peu comme un embryon, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Ça a la bouche pleine d'eau, donc il est difficile de parler quand on est dans son bain, avec la bouche pleine d'eau. Donc les poissons, ça parle pas. Quand on sort de l'eau, on parle pas encore. Parce que dès qu'on sort de l'eau, ben, on va rencontrer un problème qu'on n'a pas dans l'eau, à savoir que quand on est sur le sol, la gravitation est beaucoup plus importante. Parce que quand on est dans l'eau, on flotte, on est en suspension, c'est comme ça que les cosmonautes s'entraînent. Et donc dès qu'on sort de l'eau, il va falloir travailler à développer un système osseux de plus en plus performant pour pouvoir se décoller de cette terre et ne plus ramper sur elle, et développer des articulations pour pouvoir se mouvoir de plus en plus facilement. Et là, vous entendez déjà un verbe particulier qui est le verbe articuler. Alors c'est un verbe qui s'utilise pour deux choses, le langage, mais avant l'apparition du langage, c'est un verbe qui s'utilise pour le mouvement. Il existe donc un lien entre le mouvement et la parole. C'est un petit peu comme si, dans la manière dont on va apprendre à bouger, on va apprendre à parler. Alors, on est encore au stade des reptiles, on ne parle pas encore beaucoup à ce stade-là. Hein, on essaie tant bien que mal de se déplacer. On fait une grosse peau de crocodile pour pas trop se blesser sur les souches et sur les rochers coupants. Puis, chemin faisant, apparaissent les mammifères, à l'époque des dinosaures, enfin à peu près. Et les mammifères, eux, vont développer une sensibilité, ils vont faire une peau nouvelle sur la peau des crocodiles, qui est notre derme à nous, la couche profonde de notre peau. Et ils vont faire une nouvelle peau sensible et des mamelles. Et ces mamelles sont extrêmement intéressantes parce que l'origine des mamelles se trouve chez les reptiles. Il existe dans la peau des crocodiles des petites cellules qui fabriquent déjà une substance un peu laiteuse, dont la fonction est de protéger et de nourrir la coquille des œufs. Puis chez les mammifères, ces petites cellules vont se regrouper en mamelles, en pie, et puis chez l'être humain plus tard, quand il va se redresser, en sein. Et dès que le lait commence à être fabriqué, eh bien on voit que l'encéphale va pouvoir petit à petit commencer à grandir, que on va pouvoir se mettre davantage en position postérieure, voire sur deux pattes, puis commencer à marcher.
Et le fait de se mettre en verticalité va avoir un premier avantage, c'est que l'estomac, qui chez les ruminants est très haut, va commencer à descendre, à passer sous le diaphragme et à libérer cet espace pour que puisse se développer le larynx, donc la parole. Et donc c'est grâce à sa verticalisation que l'homme va pouvoir petit à petit accéder à l'articulation verbale. Jusque-là, c'était de l'articulation non verbale. Mais les deux langages sont liés. Et c'est là qu'en tant que parent, on a bien évidemment un rôle extrêmement important, parce que l'histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire que nous avons retraversée chacun, parce que quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous sommes au départ comme un poisson. Quand nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes comme un reptile et nous rampons d'abord au sol. Et certains parents qui n'ont pas toujours une très bonne estime d'eux-mêmes et qui auraient envie d'être valorisés par leur enfant, pourraient être tentés par l'idée de prendre l'enfant et de le mettre directement sur ses deux pattes arrière alors que son squelette ne le permet pas encore. Et de dire, regardez, moi, mon enfant, il marche déjà. Et en évitant le ramping, eh bien, il se passe quelque chose de fort dommageable pour l'enfant, c'est que toute étape a une fonction. Et quand l'enfant rampe, eh bien, il fait des connexions entre les différentes parties de son cerveau. Un enfant qu'on met debout directement et dont on se réjouit qu'il marche sans avoir rampé, en disant, oh, le mien, il n'a même pas rampé. Le ramping, c'est pour les animaux, le mien, direct, droit. Eh bien, après, il va falloir, au niveau de la psychomotricité, rattraper ça, parce que ce sont des enfants, effectivement, ils vont être plus droits, mais quand ils vont arriver au cours de gymnastique, ça va être vraiment difficile pour eux. Donc, chaque étape par laquelle on repasse est importante, et est importante aussi dans la préparation du langage et de l'articulé verbal. Donc, la manière dont on s'articule, corporellement, va avoir un impact sur la manière dont on ressent. La manière dont on ressent quand on va développer l'encéphale va avoir un impact sur les images mentales qu'on va pouvoir faire et qui apparaissent avec les mammifères. Et la manière dont on pense va influencer la manière dont on va parler. Vous comprenez que donc la parole est liée à toute cette évolution, est en bout de cette évolution. Et quand on ne parle pas, eh bien en français, et pas seulement en français, ça s'appelle une malédiction ou un mutisme, voire dans les pathologies graves un autisme. Et quand on regarde bien tous ces déficits de langage dans l'histoire de la famille, pourquoi est-ce que dans une famille apparaît tout d'un coup un autiste, pourquoi un enfant devient du jour au lendemain muet, pourquoi il y a des choses qui ne se disent pas, eh bien c'est parce qu'il y a des secrets. Et le verbe dont vient le mot secret en français est un verbe que vous connaissez tous, qui est le verbe sécréter. Et pour pouvoir parler, dire les secrets, il faut sécréter de la salive. Eh bien, quand on ne veut pas dire un secret, un des moyens de ne pas le dire, c'est de bloquer les glandes salivaires. Et il y a une maladie, comme la maladie de Sjögren, par exemple, qui se caractérise, c'est une maladie auto-immune, qui se caractérise par un tarissement des glandes salivaires. Eh bien, les gens qui ont cette maladie, qui ont un tarissement des glandes salivaires, ont une grande difficulté à parler. C'est une maladie difficile à guérir. Et quand on fait l'arbre généalogique de gens, ça m'est arrivé, en partant de l'hypothèse que s'il y a un déficit de sécrétion, c'est pour ne pas parler. Que s'il y a un déficit de sécrétion cutanée, c'est pour ne rien laisser sointer. Que s'il y a un déficit de sécrétion digestive, c'est pour ne pas digérer quelque chose qu'on n'a pas envie d'intégrer en soi. Que s'il y a un déficit de sécrétion lacrymale, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas extérioriser émotionnellement par des larmes. Alors, comment je suis arrivé sur cette piste entre le secret et les sécrétions, et comment j'ai pu vérifier dans d'autres maladies ou des sécrétions endocrines, des sécrétions digestives, des sécrétions bronchiques, toutes les sécrétions du corps peuvent se tarir à un moment donné ou au contraire s'accentuer. Si on fait plus de sécrétions, c'est pour mieux faire quelque chose. Si on fait plus de sécrétions, c'est pour ne plus le faire. Donc si on ne sécrète plus,
c'est précisément pour que ça ne sorte plus. Mais le fait que ça ne sorte plus, ça s'appelle une maladie. Donc les gens sont bizarres. Inconsciemment, ils se bloquent une sécrétion, et puis ils vont consulter en disant « je sécrète plus ». Et soit on met des larmes artificielles, soit on humecte la langue pour quand même arriver à parler, parce que c'est très difficile de parler avec une bouche sèche. Soit on doit modifier son alimentation pour quand même pouvoir assurer un transit. Et donc un jour, une amie de ma mère, qui habite aux États-Unis, l'appelle et lui dit « Écoute, ma fille est atteinte de cette maladie de Sjögren dont je vous parlais tout à l'heure. » Et elle me dit, on ne sait pas faire grand-chose pour ma fille. Est-ce que ton fils qui s'occupe de toutes sortes de choses n'aurait pas dans son chapeau de magicien quelque chose, une piste? Et donc je demande, comme je suis justement chez mes parents ce soir-là, à dîner, ma mère me la passe et je lui demande si dans sa vie ou celle de ses filles, il y a eu quelqu'un qui n'a pas pu pleurer, parler et laisser transpirer par l'émotion quelque chose qui a été difficile à vivre. Elle est surprise et, n'ayant pas le temps de bloquer avec son cerveau, elle me dit « c'est moi ». Alors je lui dis « raconte-moi ton histoire ». Alors cette femme, au moment de la libération, a connu un libérateur américain qui était très amoureux d'elle, dont elle n'était pas du tout amoureuse. Et puis, bon, cette histoire s'est terminée quand il est rentré aux États-Unis, mais quelques années plus tard, elle va aux États-Unis étudier à l'université de Columbia à New York, et là, elle tombe malade, et la seule personne qu'elle connaît, c'est son ancien amant, soldat américain, chez qui elle va, en convalescence après son hospitalisation, et comme lui et sa mère s'occupent d'elle, il la demande en mariage et elle n'ose pas refuser, elle n'ose pas dire non. Donc elle dit un oui, mais c'est un non son oui. Donc c'est un mariage qui commence déjà sur une malédiction. Et le couple est stérile. Pour ceux qui connaissent la Bible, il y a un lien entre la parole et les sécrétions hormonales en lien avec la fertilité, mais ça ce serait trop long à expliquer ce soir. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Et donc cette femme, à cette époque-là, quand une femme ne sait pas avoir d'enfant, c'est toujours la femme qui est stérile. On ne va jamais envisager à l'époque que c'est l'homme qui pourrait être stérile. Donc cette femme est persuadée qu'elle est stérile, et un jour, elle rencontre un amant en secret. Persuadée qu'elle est stérile, elle ne prend donc aucune précaution et tombe enceinte à sa plus grande surprise. Elle rentre à la maison, un petit peu gênée, et elle déclare à son mari, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je ne suis pas stérile et que je suis enceinte. La mauvaise, c'est que c'est pas de toi. Et là, son mari lui dit, écoute, moi je suis profondément amoureux de toi, je t'aime, je veux continuer ma vie avec toi, j'accepte cet enfant comme si c'était la mienne, mais je te demande jusqu'à ma mort de ne jamais verser une larme, de ne jamais en dire un mot et de ne jamais rien laisser transpirer de cette affaire. À partir d'aujourd'hui, cette fille est ma fille et tu oublies cette histoire. Donc, elle ravale, elle sait pas fuir, elle sait pas réagir face à son mari, elle est en inhibition d'action, ce sont les 3 processus dont parle le professeur Laborit, les 3 processus de survie. Quand on est confronté à quelque chose, soit on essaye de fuir, soit on se bat, mais si on ne sait ni fuir ni se battre, on refoule, dans l'inconscient, on ravale, on bloque le larynx, ça part dans le corps, voire ça part dans la descendance, et un jour, un enfant, par hasard, déclenche une maladie quand même pas si répandue que ça dans la population, gravissime, parce que ça peut entraîner des séquelles importantes au niveau du tube digestif ou au niveau des voies respiratoires, ce tarissement de sécrétion. Et cette dame a refusé de parler à sa fille de son secret, et donc
elle a laissé sa fille rester malade, alors que j'ai vu d'autres personnes chez qui la révélation du secret et l'expression des émotions, alors c'est sûr que c'est pas la fille aînée, celle qui était dans le ventre de l'amant qui a eu la maladie, c'est la fille qu'ils ont eue ensemble après, parce qu'en plus cet événement a eu la propriété de lever la stérilité dans le couple. Donc c'est leur fille à eux qui paye par rapport au secret, leur fille biologique. Parce que cet homme, en parlant comme ça à sa femme, eh bien, il a véritablement prononcé une malédiction. Et quel est le contraire du mot malédiction? Eh bien, une bénédiction. C'est de bien dire les choses. Et quand on peut bien dire les choses, ça évite ou ça permet de guérir certaines maladies. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile non plus de dire les choses et de bien les dire au bon moment, de la bonne manière. Mais le mot maladie, c'est quelque chose qu'on a du mal à dire. Et quand on a une maladie, si on est attentif à sa vie, eh bien on peut se rendre compte que quelque part, il y a en nous quelque chose qui nous travaille et qu'on n'arrive pas à dire. Et si on trouve le courage, l'aide pour arriver à le dire, eh bien, il y a des maladies qui peuvent guérir uniquement grâce au verbe. Parfois, c'est plus difficile, et à ce moment-là, ça nécessite de travailler sur la généalogie, de prendre conscience. Comme on va le faire ce soir, je vais vous montrer différents exemples. Donc, est-ce que jusque-là, vous me suivez bien? Vous comprenez bien l'importance de ne plus vivre sur la planète Terre? Et le cerveau est un ordinateur extrêmement puissant. Les kabbalistes l'ont déjà compris depuis longtemps, les soufistes aussi. Et pour le cerveau, les mots qu'on peut faire avec les mêmes lettres d'un mot ont un lien entre eux. Ces mots ont un lien entre eux. Et si vous prenez le mot terre, T-A-I-R-E, et que vous cherchez un anagramme, ou des anagrammes, parmi les anagrammes, il y en a un qui est tari. Et de quoi je viens vous parler? Je viens vous parler de terre et de glandes qui se tarissent, qui ne sécrètent plus les secrets, parce qu'il y a une peur que le secret se sache. Alors c'est un très mauvais plan, pour la simple et bonne raison que quand votre enfant naît, au début, il n'a pas accès à la parole. La parole va arriver après plusieurs mois. Et donc pendant les premiers mois de la vie, l'enfant observe, écoute, ressent, et il est extrêmement sensible au langage corporel non verbal de ses parents. Et quand bien même ses parents lui parlent, il ne comprend pas les mots, puisqu'il n'a pas encore un développement et une maturation cérébrale suffisante que pour comprendre ce que ses parents disent. Mais au timbre de la voix, l'enfant sait quand un parent dit la vérité et ment. Il sait aux micro-comportements faciaux de son père et de sa mère quand il ment. Il y a aujourd'hui des instituts dans le monde entier, mais c'est les Américains qui sont très friands de ça. Il y a d'ailleurs une série télévisée qui s'appelle Lie to Me, Mens-moi, qui met ça en évidence. Et donc, ce qu'on observe, c'est que quand les gens mentent, il y a des petits muscles du visage qui se contractent ou au niveau du cou. Et on peut repérer, enregistrer, on peut le voir en vidéo, on peut l'agrandir, mais l'enfant, il sait quand son parent lui ment. Donc c'est inutile de mentir à vos enfants, ils le savent quand vous mentez. Même vos animaux le savent, ils le sentent. Et en plus, quand vous mentez, comme ça fait un stress, eh bien votre peau sécrète des substances différentes et les bactéries qui sont à la surface de votre peau en très grand nombre peuvent transformer ces sécrétions en odeurs particulières, et quelqu'un qui aura un nez particulièrement bien entraîné pourrait sentir que vous mentez. Donc non seulement ça se voit sur votre visage,
sauf si vous êtes complètement maqué par des médicaments, hein, vous êtes sous des neuroleptiques profonds et que vous n'avez plus aucune émotion, aucune expression faciale. Mais si vous n'avez pas de médicaments pour vous inhiber, et si vous n'avez pas mis 2 tonnes de déodorant sur vous, pour vous masquer, pour vous camoufler olfactivement, eh bien, on peut dire c'est un sale menteur puant. Et votre chien, votre chat, il le sent aussi. Et votre petit enfant aussi. Mais quand vous mentez, il y a toute une biochimie différente. Si on vous met en neurosciences dans un scanner, quand vous mentez et quand vous dites la vérité, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. Donc on peut le voir au scanner, on peut le voir au timbre de votre voix, on peut le voir sur votre visage et on peut le sentir. Mais quand vous donnez le sein à votre enfant, eh ben l'enfant, il va le goûter dans votre lait que vous montez parce que la composition de votre lait va se modifier si vous n'êtes pas stressé parce que vous dites la vérité tranquillement ou si vous êtes en train de chipoter. Donc, c'est un thème qui est cher à Thomas d'Ansembourg que vous avez eu l'occasion d'entendre. Donc, soyez vrai. Soyez vrai. Et malheureusement, nous avons tous des peurs qui nous font le plus souvent mentir. Oh, parfois c'est des petits mensonges, parfois c'est des plus gros. Et on préfère mentir que d'affronter la réalité. La réalité, c'est que si je trompe ma partenaire ou mon partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple, plutôt que de mentir, je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe dans mon couple. Si je mens à mes parents, ben c'est qu'il y a quelque chose dans la relation entre les enfants et les parents qui ne va pas. Donc plutôt que de mentir, et c'est le travail de Yakoudou aussi, c'est d'aider les familles à sortir des mensonges. Parce que toutes ces malédictions, tous ces mensonges font des transmissions transgénérationnelles et des fois on voit apparaître 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 générations plus tard une maladie et on se demande d'où ça vient. Et pour peu qu'on ne soit pas dans une famille où on parle beaucoup, où on se souvient beaucoup, eh bien 7 générations après, il est difficile de faire le lien. J'ai travaillé avec un homme comme ça, qui a développé en Belgique une maladie extrêmement rare, heureusement, qui s'appelle une ataxie spinocérébelleuse. C'est une sorte de sclérose en plaques dans le cervelet, le petit cerveau ici derrière, qui entraîne des troubles de la locomotion, qui entraîne des troubles de l'élocution. Et là, vous voyez bien le lien entre articulation et articulation. Et en faisant cet arbre généalogique, par chance, il vient d'une très grande famille belge où il y a des archives, où il y a une culture familiale, où on connaît ce que chacun a fait, etc. Et en remontant jusqu'à 18 générations, eh bien, on s'est rendu compte que avant que n'apparaisse cette maladie, parce qu'ils sont à peu près 150 dans cette famille à être touchés par cette maladie, dont beaucoup sont morts, eh bien, il y a un ancêtre qui était bourgmestre d'un petit village, quelque part, dans le Brabant. Et ce bourgmestre, à cette époque-là, dépendait du roi de Prusse et du comte de Brabant. Et le roi de Prusse décide de passer sur ces terres, puisque c'est une époque où nous sommes une fois de plus colonisés, et ce bourgmestre décide de ne pas laisser passer le roi de Prusse. Quand le roi de Prusse apprend ça, il envoie ses sbires pour le tuer. Heureusement, on le prévient juste avant. Et là, il va devoir se cacher et ne plus bouger et se taire. Donc, il se terre, du verbe se terrer, mais c'est encore terre. Il ne bouge plus et il programme la maladie et la malédiction qui tombera sur toute sa descendance, parce qu'il va passer le reste de sa vie à se terrer, à ne plus parler pour qu'on ne sache pas où il est. Et c'est quelques générations plus tard que la maladie va se déclencher chez ses descendants et va faire une catastrophe, puisque je vous dis, il y a 150 personnes qui ont été touchées. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un arbre généalogique qui remonte sur 18 générations. Alors me direz-vous, mais alors c'est foutu? C'est jamais foutu. C'est jamais foutu parce que nous avons en nous
non seulement une mémoire génétique de toute l'histoire de la vie qui nous précède, mais nous avons aussi une mémoire épigénétique, c'est-à-dire grâce aux protéines qui sont autour des gènes, nous avons en mémoire toute une série de choses que le corps n'a pas encore jugées suffisamment importantes que pour l'inscrire dans les gènes. Et on a des mémoires de toutes sortes de choses qui se sont passées, et notamment des traumatismes qui n'ont pas été guéris, ou des histoires qui n'ont pas été pardonnées. Et donc là, il y a vraiment tout un travail à faire que Jacques Salomé aime beaucoup faire, qui est le travail de restitution à l'autre de la violence ressentie, qu'on peut faire dans un travail transgénérationnel, pour pouvoir pardonner. Parce qu'on dit, oui, j'ai pardonné, mais si ce n'est que des mots, ce ne sont que des mots, et que ça n'est pas rentré dans mes cellules, que le pardon ne s'est pas accordé dans mes cellules, il n'y a pas de changement dans la physiologie, je garde ma maladie. Donc le corps est un moyen extraordinaire pour vérifier si j'ai vraiment pardonné, si j'ai vraiment intégré le changement. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on ne dit pas dans les familles. Alors pour ce faire, j'aimerais bien que 5 femmes et 5 hommes viennent me rejoindre sur la scène, sauf si personne ne veut venir. Il n'y a personne qui a envie de venir? Allez, d'accord. Venez, venez. Il y a déjà 4, 5 femmes, mais il n'y a pas d'hommes. Ah, il y en a un. Vous savez que les hommes sont plus lents à démarrer, mais une fois qu'ils démarrent, ils vont plus vite. C'est une différence biologique. Alors vous risquez rien, hein. Le but, c'est simplement de mettre en scène, parce qu'avec des corps, c'est plus parlant. Donc merci à vous d'être venus, venez, rapprochez-vous. Mettez-vous en ligne, comme ça vous verrez. Les hommes, mettez-vous de l'autre côté. Alors on va imaginer un couple qui se forme. Alors, est-ce que vous voulez bien jouer l'amoureuse? Et je vous laisse le choix d'un amoureux. Voilà, elle prend le premier venu. Vous voyez comment on fait déjà? C'est très significatif de la manière dont se forment les couples. Alors, on va mettre ce magnifique couple qui s'est choisi tout à fait par hasard. Croit-il? Non, je ne crois pas. Ah non, elle ne croit pas. Elle l'a fait, mais elle ne le croit pas. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ça, c'est ce qu'on dit. Mais derrière, il y a tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne dit pas. Alors, en fait, je vais les mettre dos à dos. Et une de mes collègues, qui s'appelle Angela Hoffman, dit quand un homme et une femme se rencontrent, ils se rencontrent d'abord par les sacs à dos, parce que ce sont des ados en général, par les sacs à dos qu'ils portent derrière eux sans le savoir. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien derrière, il y a déjà une maman. Bonjour. Voilà sa maman. Alors la maman, elle peut être vivante, elle peut être morte, elles peuvent être en désaccord, on n'en sait rien. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez rien sur son histoire. Un papa. Ouais, un papa là. Une deuxième maman. Vous mettez là. Mettez-vous derrière lui, derrière lui. Voilà. Donc on va faire vers la scène. Hein. Pardon, vers la salle. Donc mettez-vous comme ça, ce sera plus représentatif. Et un papa. Alors ça, c'est ce qui est derrière. On a tous des parents, on a tous une histoire. Alors Jacques mettrait des écharpes pour montrer les liens relationnels entre cet homme qui la rencontre, avec sa maman, avec son papa, entre eux. Alors, s'ils sont divorcés, on va encore voir ce que ça fait, ça complique encore les choses. Aujourd'hui, avec les familles nouvelles, où il vient de se rajouter un beau-père, une belle-mère, on va voir ce que ça fait. De l'autre côté, il y a mademoiselle qui est très très amoureuse avec son papa, son lien, son papa, vous savez le lien au papa, combien il est important. La maman, on mésestime parfois le lien à la maman pour les filles, mais vous savez que les mamans et les filles ont aussi des liens très particuliers. Donc il y a déjà ça derrière,
Mais alors, on va être un petit peu voyeur ce soir. Ce qu'elle ne lui a pas dit, c'est les ex qu'elle a eus avant lui. Alors, on va faire venir ses ex. Donc, je vous propose d'avancer un peu, hein, comme ça on met les parents. Non, vous restez. Donc, on va faire déjà 2 générations. Les enfants, les parents sont derrière, vous avancez un petit peu. Les 2 ex, vous venez. Voilà le premier ex, son premier grand amour. Après, son chagrin d'amour du premier, dont elle n'a pas fait le deuil, elle a vite sauté sur le suivant sur elle, c'est comme vous voulez. Et puis, elle s'empresse de mettre tout ça de côté, vous vous mettez, soi-disant, un tout petit peu en recul, et elle s'amène comme une petite vierge en disant « Ah, c'est formidable !» Mais, alors là je suis gentil, j'en ai mis 2 et 2. Je vous ai dit qu'avec des beaux-parents, ça fait plus 2 mais 4. Et puis des fois on peut en mettre 50, 60. Ça c'est du côté de la femme, mais du côté de l'homme c'est pareil. Bon, il y en a qu'une. Ah non, c'est la maman. Excusez-moi. J'ai failli faire un gros impair. Donc, venez. Voilà ces 2 ex, dont il n'a pas nécessairement plus fait le deuil. Et voilà déjà l'imbroglio. Restez là. Et voilà déjà l'imbroglio dans lequel ils sont avant de commencer. On est dans la phase fusionnelle, le taux d'endorphine d'ocytocine est au maximum. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il va bien. Vous savez que c'est une hormone très particulière, l'ocytocine. Ils ont fait une expérience qui vaudrait mieux pas renouveler. Dans un bureau de banque, ils ont mis un diffuseur, non pas d'huile essentielle, mais d'ocytocine. Alors les gens, ils rentraient dans la banque. Vous voulez une assurance vie? Vous voulez un compte épargne? Ils ressortaient de la banque. Vous savez, comme dans la Belle Verte, là. C'est tout de suite la banque qui l'a fait, hein, rien qu'à voir comment les gens y sortaient. Donc, quand il y a une rencontre amoureuse, ça entraîne une sécrétion d'ocytocine. Et c'est là qu'on dit que l'amour rend aveugle. Parce que quand on a de l'ocytocine dans le cerveau, on est pété de chez pété. Hein. Mais alors, fumez la moquette. Hein. Et alors, on ne voit plus rien. Hein. Vous pouvez avoir Quasimodo en face et croire que vous avez Brad Pitt. Vous pouvez avoir je ne sais pas qui et penser que vous avez Marilyn. L'ocytocine est légèrement perturbante et alors elle permet aussi de ne plus faire attention à ce qui s'est passé avant. Seulement, la première fois qu'ils vont faire l'amour, il va y avoir maman, papa, les ex, de gauche, de droite, et maman, papa de l'autre côté, dans le lit. Alors, ils vont vous dire, et là vous allez voir tous les clignotants sur le visage s'allumer, on a fait l'amour ensemble. Ah oui, alors, ensemble, sans préciser à combien. Si vous leur demandez, est-ce que vous avez déjà fait des partous? Non. Alors, peut-être que physiquement c'est vrai, mais psychiquement, eh bien, vous voyez qu'il y a plus de partouzeurs qu'on ne le croirait. Parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une tradition qui se fait souvent lors du mariage, on accroche des boîtes de conserve et des casseroles à l'arrière de la voiture des mariés. Et puis, bon, on trouve ça rigolo, ça fait du bruit quand ils s'en vont de la mairie ou de l'église, mais on ne cherche pas à comprendre le sens symbolique profond des casseroles. Eh bien, les casseroles, vous les avez là derrière. Donc, avant de démarrer dans la vie, il vaudrait mieux décrocher les casseroles. Parce que sinon, les casseroles, ça peut parfois rebondir sur l'arrière de votre nouvelle voiture et vous faire des encoches dans la carrosserie de votre voiture neuve. Ce qui est un bon départ dans la vie. Donc, avant de se marier, idéalement, il faudrait avoir fait son arbre généalogique. Déjà pour savoir d'où on vient. Et un arbre généalogique, c'est les ascendants.
c'est les collatéraux, et ce sera bientôt, quand ils auront des enfants, les descendants. Tout ce qu'on n'a pas nettoyé au-dessus. Je vois madame qui a une charin devant sa bouche pour me dire arrêtez de parler. C'est très fréquent dans les séminaires, dans les conférences, quand je dis des choses qui titillent, ou alors on éternue. Hein. À ce moment-là, c'est une décharge électrique dans le cerveau d'un neuro qui vient de tomber dans une zone particulière. Et c'est en général le signe d'une libération émotionnelle. C'est pas grave, c'est plutôt bon signe. Vous avez des gens, ils sont occupés à écrire, en plein séminaire, paf, il y a le stylo qui part. Alors, ils n'ont pas de Parkinson, ils n'ont pas de tic ou de toc, il y a simplement tout d'un coup, paf, le stylo, vous savez, parfois ils sont occupés avec la mine et tout d'un coup, paf, le ressort, le truc casse. En plein séminaire, ça fait mauvais genre, et ils disent, je suis désolé, ils deviennent tout rouges. Et pourtant, c'est génial, c'est bon signe, ça veut dire que, ping, ils ont compris quelque chose. Mais en général, c'est pas ça qu'on dit à l'enfant. Si un enfant fait ça dans une classe, on lui dit reste tranquille. Parce qu'on n'a pas nécessairement compris que quand il bouge, il y a une émotion qui est là, qui essaye de sortir du bic. Et si elle essaye de sortir du bic, ça veut dire qu'il essaye de la sortir de lui. Donc on devrait être beaucoup plus vigilant. Si vous avez quelqu'un avec son pied en dessous de la table qui est occupé comme ça, vous savez, c'est comme les chiens, à un moment donné. Bon. Restez tranquille. Taisez-vous. Si vous continuez à bouger, vous aurez de la rilatine dès ce soir. Hein? Soit pour faire plaisir à votre mari, soit pour faire plaisir à votre enseignant, sur prescription médicale. Et la rilatine, c'est pour faire des enfants concentrés. Et qu'est-ce que c'est qu'un enfant concentré? C'est un enfant qui parle pas et concentré sur sa langue pour qu'elle ne sorte pas de sa bouche, qu'il n'y ait rien qui sorte de sa bouche. Il est concentré. Alors là, il retient ses muscles parce qu'il ne peut pas bouger. C'est ça qu'on appelle un enfant concentré. C'est un concentré. Seulement, ça ne va pas faire le bonheur de l'enfant et ça ne va pas lui structurer son cerveau pour faire une vie très heureuse. Alors, le problème, c'est qu'on donne très vite de la rilatine aujourd'hui. C'est une mode très américaine. Un enfant bouge un peu trop, un enfant parle un peu trop. Au lieu de se réjouir qu'il est vivant, puis je vais vous montrer tout à l'heure, au lieu de vous montrer qu'il y a peut-être une part de responsabilité dans l'histoire et dans le couple familial pour avoir un enfant qui est agité. Et donc, si on ne confond pas culpabilité et responsabilité, parce que justement dans les histoires de famille, il y a beaucoup de culpabilité, surtout s'il y a des secrets. Et donc on se dit, si je révèle les secrets, ça va être la honte. Ça va être la honte. Et en fait, c'est précisément comme le dit le professeur Annoncé du Chamberger, quand on trahit le secret familial, la loyauté familiale, que le processus de guérison peut commencer. Parce qu'il n'y a rien de plus pathogène qu'un secret. Maintenant, il y a un art de révéler les secrets. On ne sort pas les secrets comme ça. Alors, on va s'occuper un peu de nos amoureux. Hein? Donc, la première chose, c'est que quand ils vont créer un lien entre eux, il y a encore tous les liens qui ne sont pas réglés ici. Avec tout ce que ça a comporté de beau et de difficile, qui fait que si ça a été très beau, c'est difficile à lâcher, parce que c'était très beau. Et si ça a été très beau, et qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, il y a eu rupture, c'est très douloureux, et on peut en vouloir à l'autre, ou l'autre peut nous en vouloir. Et ça laisse des nœuds énergétiques qui vont interférer sur la nouvelle relation de couple, et sur l'avenir du couple, et sur les enfants. Donc quand une femme ou un homme n'a pas fait le deuil, par exemple, de son grand amour, eh bien ça va avoir des répercussions sur les enfants. Si par exemple, lui était son grand amour, et évidemment, chaque personne a ses caractéristiques. Les uns sont chanteurs, les autres sont danseurs, les autres sont ceci, peu importe, mais la caractéristique principale du grand amour, eh bien, si elle n'a pas fait le deuil et qu'elle a toujours son grand amour dans la tête, quand elle va faire ses enfants avec lui, eh bien, au niveau génétique,
sans aucun doute, si on fait un examen, ce seront ses enfants génétiques et les siens. Mais cet enfant, quand il va grandir, eh bien si on a une photo du grand amour, on va voir qu'il va pouvoir ressembler, justement dans le mouvement, dans le chant, dans ceci, etc., au grand amour dont le deuil n'est pas fait dans la tête. Parce que, ou ça peut être la couleur des yeux, par exemple, s'il a les yeux bleus et lui a les yeux bruns, et qu'il y a les gènes pour des yeux bleus, des yeux bruns, il se peut que, alors que son père a les yeux bleus, l'enfant ait les yeux bruns, comme le grand amour dont la mère n'a pas fait le deuil. Ce que je viens de dire pour la mère est valable pour le père aussi. Si le père n'a pas fait le deuil de son grand amour, et que son grand amour a des caractéristiques particulières, eh bien on va retrouver, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Il n'y a pas que les gènes, il y a aussi ces fameuses protéines autour des gènes qui sont très sensibles aux émotions et aux pensées. Donc si pendant l'acte sexuel, la femme ou l'homme pense à son ex, pendant la grossesse, pense à son ex. Ah, il était ceci, il était cela, ou elle était ceci, elle était cela. Eh bien, les enfants vont, ça va avoir une modification hormonale dans le corps de la femme. Évidemment, c'est plus important du côté de la femme puisque c'est elle qui porte l'enfant, mais ça a une incidence aussi sur le spermatozoïde. Si un homme, au moment où il va éjaculer, est en train de penser à son ex dont il n'a pas fait le deuil, ça va avoir une incidence épigénétique sur l'enfant qui va naître. Donc, toutes ces choses-là sont importantes à nettoyer. Et donc, dans un arbre généalogique, quand je travaille en hypnose ericksonienne, je vais demander à cette personne de rentrer en contact avec la mémoire qu'elle a en elle de son premier grand amour. Et s'il y a des choses qui ne sont pas réglées émotionnellement, de faire, comme Jacques Salomé le propose, de symboliser la souffrance que ça lui a fait, par exemple, qu'il la quitte, sous forme d'un objet. Ça peut être un marteau, ça peut être un couteau, ça peut être une lance. Et puis on fait tout un travail, elle va lui restituer symboliquement en elle, voir si, avec ça, en elle, cette mémoire peut sentir la souffrance qu'il a engendrée, au point de pouvoir lui demander pardon, et de voir si elle peut pardonner et le laisser maintenant partir. Si ce travail est fait, eh bien, dans la mémoire à l'intérieur, on sait très bien qu'il est déjà parti à l'extérieur depuis longtemps, il y a une libération qui peut se faire. Puis le même travail va se faire avec le deuxième partenaire qui, peut-être, n'a été qu'un partenaire d'une soirée ou quelque chose comme ça, ou un bouche-trou. Et là, la souffrance est peut-être chez lui, c'est peut-être moi dans mon deuil non fait qui suis sorti avec lui, et lui il était amoureux, mais moi je l'ai pris comme un bouche-trou pour éponger ma tristesse, et donc à ce moment-là réaliser aussi que là c'est moi qui ai fait du mal, et de lui demander symboliquement à l'intérieur de moi de me restituer cette violence que je lui ai fait pour lui demander pardon, et ensuite le laisser partir aussi. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez regagner votre place. Hein, vous pouvez, ça vous verrez d'en bas. Le même travail va pouvoir être fait avec les ex du côté de l'homme, avec le grand amour. Et il faut faire très attention aux grands amours qui n'ont pas été consommés, parce qu'ils sont parfois plus problématiques, plus fantasmés que les amours qui ont été vécus. Parce qu'au moins on a un souvenir vécu. Tandis que si on n'a pas de vrais souvenirs, on peut continuer à sublimer cet amour et le deuil n'en est que plus difficile. Donc pareil, on va faire le même travail de restitution dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux sens. Parfois on s'est fait du mal dans la séparation. Et puis, donc le premier grand amour peut partir. On va faire le même travail avec le deuxième amour, ou l'amour bouche-trou, ou l'amour passager de vacances, ou ceci, etc. Et on va faire ainsi avec tous ces amours. Donc parfois ça fait une petite séance assez longue, et des fois on a des surprises parce que des fois c'est pas ceux qu'on croyait les plus problématiques qui le sont le plus. Voilà, je vous remercie aussi. Donc voilà déjà que
on a fait le travail un petit peu dans un ordre non chronologique, mais c'était pour vous montrer. Donc là, vous pouvez déjà vous rapprocher avec vos parents réciproques, parce que on peut virer ses ex, les parents, c'est autre chose. Hein, les parents, on en a une mémoire encore plus importante, donc rapprochez-vous, on en a une mémoire plus importante puisqu'on en a une cellule de chacun d'eux qu'on a fusionnée en nous. Et c'est pour ça que je dis toujours aux enfants, s'ils ont perdu une mère, ils ont perdu un père, ok, vous l'avez perdu à l'extérieur, mais la cellule que votre mère vous a donnée, même si elle est morte, elle est toujours en vous, elle est vous. Mais vous en faites autre chose, vous en faites vous et plus votre mère ou votre père. Pareil pour le spermatozoïde. Donc voilà ce couple maintenant qui va se rencontrer, ils vont se marier. Alors vous savez évidemment que dans les mariages, parfois les familles s'opposent. On avait prévu, en fonction de l'origine ethnique, de le marier avec une autre, du même village. Ça arrive encore, et souvent malheureusement. Et à ce moment-là, évidemment, il y a des tensions qui vont se faire entre les parents, ou des parents qui vont marier leurs enfants parce qu'on va allier ce clan-là avec ce clan-là, ce commerce-là avec ce commerce-là. On va faire des arrangements. Et eux, ça les arrange peut-être pas du tout. Donc c'est très important de savoir qui on a derrière soi dans le sac. Et on va voir un petit peu, justement, en les voyant devenir parents, avec leurs enfants qui vont arriver, tout ce qui peut se reproduire du lien aux parents ou du vécu des parents. Et là, il y a une chose très très importante, c'est comment ils se sont rencontrés tous les deux. Comment ils se sont rencontrés tous les deux? Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils se sont entendus? Est-ce qu'ils se sont sentis? Elle passait dans la rue, elle avait un parfum tel. Il s'est retourné. Il a entendu sa voix. Il a eu tout de suite une accélération. Comment ça se fait que son cœur s'est accéléré rien qu'en entendant sa voix? Il l'a vu, coup de foudre, sécrétion hormonale immédiate. Et donc, en fonction des canaux sensoriels par lesquels les parents se sont rencontrés, eh bien, ça ne va pas agir de la même manière au niveau épigénétique. Ça va faire des sensibilités différentes. Donc, le moment où les parents se rencontrent, l'endroit où ils se rencontrent, la manière dont ils se rencontrent, l'ambiance olfactive, les lumières, est-ce que c'était de jour, de nuit, etc. Tout ça va déjà stimuler différemment l'ovule qui se prépare, même s'il va sortir plus tard, et le spermatozoïde qui se prépare et qui va sortir plus tard. Idem chez vous. Alors ce qui est très intéressant quand on se donne le temps d'interroger ses parents et que justement on est dans des familles où on parle, où on n'a plus peur de parler, on n'a plus de tabou. Malheureusement, on a encore un lourd héritage chrétien où ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, c'est un péché mortel, etc., etc. Donc, même chez des gens qui sont athées, il y a ces tabous qui sont inscrits dans les cellules. Parce que c'est 2000 ans de christianisme. 2000 ans, c'est beaucoup 2000 ans. Donc même quand on se croit affranchi, c'est encore là. Et il faut aller voir à un niveau plus subtil pour se rendre compte à quel point c'est encore là. Donc la manière dont les parents se rendent compte est quelque chose qui va programmer très fort les cellules, qui va stimuler très fort les cellules de leurs enfants. Et puis la manière dont va se faire le rapport fécondant, la manière dont va se passer la grossesse, la manière dont va se passer l'accouchement, ce sont des choses qui vont être très marquantes et très conditionnantes tant qu'on n'en aura pas pris conscience. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne peut pas le changer. Et alors, il y a ce qu'on appelle les atomes crochus inconscients. Comment se fait-il que cette femme-là choisisse sur 1 milliard d'hommes disponibles sur le net, celui-là qui n'y était même pas? Et comment se fait-il que lui va tomber sur cette femme-là sur le milliard de femmes disponibles pour lui? Eh bien là, quand vous étudiez les arbres généalogiques d'une femme et d'un homme, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle des atomes crochus inconscients.
les fameux sacs à dos que je vous ai montrés tout à l'heure. Et que donc, à leur insu, ils émettent des signaux et ils reconnaissent ces signaux. C'est ça la séduction. C'est le fait qu'on a des signaux communs et qu'on rentre en résonance et on dit tiens, on est tombé amoureux. Est-ce que ça vaut mieux de tomber amoureux ou que le mariage soit arrangé? C'est un débat. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va faire du couple. Qu'il ait été arrangé ou qu'on l'ait arrangé soi-même inconsciemment, sans le savoir, parce que finalement, c'est quand même le conditionnement des parents qui va avoir une influence sur la rencontre de cette femme et cet homme. Alors on va voir maintenant les différentes problématiques qui peuvent survenir. Donc je peux déjà inviter les parents à retourner à leur place. Et donc maintenant qu'on a supposément travaillé sur la généalogie, l'ascendant, vous allez vous mettre ensemble. Donc voilà, c'est un beau couple, hein. Alors, la première chose que vous pouvez vous poser comme question, c'est quand vous vous promenez en rue avec votre partenaire, si vous êtes une femme, est-ce que vous êtes à sa gauche ou à sa droite? Si vous ne savez pas dans la rue, regardez dans votre lit. Et si vous ne savez ni dans la rue ni dans votre lit, vous avez un problème. Alors, biologiquement, il est biologique que la femme se trouve à gauche depuis le moment où la nature a songé à séparer le féminin du masculin. C'est pas pour une question de féminisme ou de machisme, c'est pour une question de chance de survie. Pour une question de chance de survie. C'est de la biologique, je vais vous le montrer. La femme et l'homme se sont spécialisés dans des fonctions biologiques différentes. La femme a choisi de se développer intérieurement et l'homme extérieurement. Du coup, la femme a pris une partie de sa musculature pour faire la musculature de son utérus. L'homme, n'ayant pas besoin d'utiliser une partie de sa musculature dans son ventre, l'a plutôt mis dans ses épaules. Donc, c'est à peu près la même masse musculaire, mais pas au même endroit. Et pas utilisée de la même manière et dans le même but. Donc la femme, en apparence, est plus fragile que l'homme, est naturellement plus intérieure, puisqu'elle fait les choses à l'intérieur, elle vit sa sexualité à l'intérieur, elle fait la grossesse à l'intérieur, il y a juste au-dessus du diaphragme qu'elle sait extérioriser. L'homme, lui, il s'extériorise en dessous du diaphragme, au-dessus du diaphragme, alors là, il n'y a rien qui sort, hein, pour ce qui est des émotions en général, c'est très intériorisé chez l'homme. Hein. Vous me suivez? Bon. Donc, on a donc un système inversé. Chez la femme, ce qui est dedans, en bas, et dehors, en haut. Et chez l'homme, ce qui est dehors, en bas, et dedans, en haut. Donc, c'est croisé. Vous savez, la nature est un peu bien faite, mais parfois un peu compliquée comme ça de prime abord. Alors ici, vous avez un couple de droitiers. Même s'ils ne sont peut-être pas droitiers, on va supposer qu'ils sont droitiers comme la majorité des individus dans une population. Mais non, il faut dégainer. Oui, ça commence mal le mariage. Hein. Déjà, c'est mal barre. Hein. Bon, allez, on va faire une version plus récente. Imaginez que vous êtes John Wayne, accompagné de sa belle dans un western. Cette fois-ci, c'est plus une épée. C'est l'examen de passage. Hein. C'est foutu, hein, le divorce après. Donc cette fois-ci, hein, c'est là. Hein. Donc, si vous avez un abruti qui rentre dans le saloon par la porte là-bas, qu'est-ce que vous faites? Alors, ça va, le couple peut continuer. Vous voyez à quoi ça tient, hein. Un couple, ça peut foirer sur rien du tout. Hein, le gars. Et ils sont morts, hein. Ils sont morts dans la biologie. Donc, l'homme va garder son bras qui est le plus puissant des quatre et le plus habile des quatre pour assurer la défense. C'est le rôle de l'homme et c'est le rôle du père. Pendant que lui s'occupe de l'extérieur, elle va s'occuper de l'intérieur. Alors,
je vais chercher mes ustensiles. Neuf mois plus tard, hop, voilà. Et si, c'est un vrai, hein. Ouais, vous l'entendez pas. Bon, voilà, c'est là qu'on commence déjà à lui dire de se taire. Il n'a encore rien dit, il essaye comme il peut de se faire comprendre, mais on lui demande déjà. Alors là, vous voyez une chose extrêmement intéressante en médecine et en biologie, c'est que spontanément, dans un couple, une femme droitière mettra toujours préférentiellement son enfant sur son sein gauche. Et son sein droit sera au contact de l'homme. Donc pour le cerveau, le sein droit d'une femme est en lien avec l'homme, le sein gauche d'une femme avec les enfants. Ce qui revêtera toute son importance en cas de cancer du sein. Parce qu'il y a deux seins. Et que ce qui est à gauche dans le corps n'est pas pareil que ce qui est à droite. Et que si on en a deux, c'est pas pour faire la même chose exactement. Et qu'au niveau du cerveau, les neurones qui sont en rapport avec les cellules du sein gauche se situent pas au même endroit que celles qui commandent pour les cellules du sein droit. Donc ça, c'est de l'anatomie, c'est de la médecine toute simple. Alors, je vais demander à une nouvelle femme et un nouvel homme de venir, parce que vous savez que les enfants, ça va grandir. Il y a deux nouveaux volontaires qui peuvent venir, un nouvel homme et une nouvelle femme. Merci. Donc, parce qu'en général, la plupart des familles ne se contentent pas d'un seul enfant. On va voir un petit peu, quand leur enfant va grandir, ce qui va se passer. Alors on va reculer un petit peu vers les chaises. Allez un petit peu entre les deux chaises. Donc vous restez sur les côtés pour le moment. Imaginez maintenant que ce bébé grandit. Lui il grandit vite, il est piqué aux hormones. Mais non. Descendez, asseyez-vous quand même pour montrer que vous êtes plus... Donc c'est le petit à sa maman. Hein? Alors, on lui donne la main. Non, on lui... La main. Vous voyez, c'est déjà parti. C'est déjà... Le dip a déjà commencé. J'ai même pas encore eu le temps de le dire que c'est déjà... C'est terrible, hein? Les mères ne peuvent pas s'empêcher d'être dipiem avec leur fils. Il arrive, bon, c'est vrai, il est baraqué tout de suite. Hop, le père, on n'en pense plus, on le lâche. Elle saute sur le petit. Elle ne le prend pas par la main, elle le prend tout de suite par le bras. Mon chéri, maintenant ton père. Bon, on va faire couple ensemble. Donc, vous restez avec votre mari. Hein? J'ai vu que c'était un des thèmes de l'année prochaine. Vous voyez que ça va être nécessaire parce que comment rester couple après avoir eu des enfants? Vous avez vu que c'est déjà pas gagné. Hein? Donc, ils sont en couple, ils étaient en couple, il a suffi que je les recule un tout petit peu, qu'on fasse rentrer le petit qui grandit un peu, et clac, c'est déjà foutu. Donc, on donne la main à son petit. Bon. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la position de départ. Normalement. Mais vous avez vu que très vite, il y a une espèce d'instinct comme ça qui fait faire des choses bizarres. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'il pleure la nuit, parce que lui, il a très envie d'avoir un Oedipe avec sa maman. Il pleure. Alors, le papa, lui, il travaille la journée, comme tout le monde sait. Hein, il se couche tard, il se lève tôt, donc il ne se lève pas la nuit. Donc, il lui dit, écoute, c'est ton petit... Il pleure, fais ton travail de mère. Alors elle dit, bon, écoute, tu sais mon chéri, moi aussi je suis fatigué. Oui, mais toi tu travailles pas la journée. Est-ce qu'on peut pas le prendre dans le lit? Alors, elle va le mettre entre les deux pour être sûr qu'il tombe pas en bas du lit, évidemment. Donc le petit il est là, le papa il est là. Et... attention, ici, le papa, il a encore beaucoup de chance, parce que souvent, ou il va sur la carpette, ou dans la chambre d'amis,
ou s'il n'y a pas de chambre d'amis, sur le canapé, dans le salon, où il regarde la TV jusqu'à 2 h du matin, et où il est encore plus crevé le lendemain pour pas s'occuper de son gosse et de sa femme le lendemain. Bon, vous voyez, l'enfant, il prend toute sa place. Et il a raison, lui. Bon, il a bien compris. Mais du coup, il est à la place de l'homme. Il est à la place de l'homme. Bon, il est encore un peu petit. Mais elle est en couple avec son fils. Mais le problème, c'est qu'il est en couple avec son père aussi. Et s'il ne lâche pas sa mère, eh ben, il y a un risque d'homosexualité masculine. Ah. Il faut jamais vous fier aux muscles. Il y a ceux qui sont très féminins et puis il y a ceux qui sont très musclés. Bon, on va réparer ça. Bon, on va donc reprendre comme si ça se passait normalement, même que ça c'est pas, des fois ça se passe pas normalement. Alors, vous vous remettez en position. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Vlati pas qu'il y en a un nouveau qui arrive. Alors, comme elle lâche la main du petit, le petit, il faut le mettre de l'autre côté. Il est plus grand ou il reste petit? Petit. Ah, il donne la main à papa, parce que comme il devient déjà plus turbulent et un peu autiste, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater, la phase génitale commence très tôt chez les enfants. Hein? C'est important du point de vue sexologique. Ça aide au développement de la sensualité, donc il ne faut pas réprimer. Il ne faut pas lui dire « enlève tes mains, donne la main à papa, ne mets pas les doigts dans ton nez non plus, ça ne se fait pas, on ne met pas ses doigts dans les trous comme ça, reste tranquille ou tu reçois de la rilatine. » Pendant ce temps-là, tout va bien, le couple baigne dans un amour magnifique, il y a l'autre qui emmerde là à côté, bon. Mais bon, ça c'est la vie de parents, difficile. Et voilà Tipa qui a la petite sœur qui vient d'arriver. Alors, rebelote, sauf que le papa, lui, s'il y a un danger, il peut lâcher la main et de nouveau dégainer facilement et lâcher son fils qui est déjà un peu plus grand. Si c'est la mère qui doit dégainer, elle doit laisser tomber son bébé pour dégainer. Donc, on peut lâcher le plus grand des deux, pas le plus petit des deux. Si maintenant la petite grandit, la petite fille et sa maman va être à côté de maman. Donc, le côté gauche de la maman, c'est le côté des petits-enfants. Le côté droit des papas, c'est le côté des enfants déjà plus grands, un petit peu plus autonomes, capables de déjà se bouger un peu plus. Hein, et que si on leur lâche la main, ils ne tombent pas tout seuls, ils savent rester debout tout seuls. Petite fille, c'est encore un peu plus difficile. Maintenant, on va revoir le même scénario. Lui, il est déjà plus grand, donc on lui a dit, écoute, maintenant, tu es plus grand, tu vas avoir ta chambre, donc tu vas aller dormir. Mais la petite, là, elle repleure comme lui quand il était petit, un cauchemar. Le papa, qui n'a toujours pas fait ni thérapie, ni travail sur lui, ni rien du tout, redit, moi je travaille, tu ne travailles pas, tu restes à la maison, c'est ta fille, tu t'en occupes, moi je ne me lève pas la nuit. Bon, alors chérie, si tu veux, est-ce qu'on peut la prendre dans le lit avec nous? Et hop, on est reparti pour un tour. Non, restez sur la chaise. Voilà, lui, non, dans ta chambre, toi, hein. Allez, là. Tu as une belle chambre maintenant, tu es un grand garçon, tu n'as pas peur des fantômes, des monstres, etc. Si tu es sage à Saint-Nicolas, tu auras un beau cadeau. Voilà. Ah, il est endormi. La petite est entre les parents. Et du coup, eh bien la petite, elle devient la femme de papa. Et sa mère devient sa fille.
Alors bien sûr, physiquement, elle ne sait pas bien le faire, mais quand même. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si on avait encore laissé l'autre au milieu, parce que des fois c'est à l'africaine, on peut en mettre plusieurs. Alors, vous allez reculer un peu. Alors, vous restez. Venez. Vous venez ici. Et voilà le lit matrimonial transformé en... Ah oui, c'est instinctif. Alors, vous voyez tout de suite comment ça commence dans le lit. C'est l'enfer la nuit, il y a 4 dans le lit. Et donc, vous voyez là, l'instauration précoce du programme Partouze. À nouveau. Mais là, c'est dans la biologie. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de mettre un peu de distance entre eux. Encore un petit peu. Et vous voyez que petit à petit, le fossé entre papa et maman se creuse. Que ça va plus trop bien aller sexuellement entre eux. Et que donc leur frustration affective respective, donnez-vous la main, eh bien, va être reportée sur les enfants qui sont venus se mettre à l'intérieur du couple. Et donc, du coup, il va y avoir un premier couple d'Oedipiens, petit garçon, maman, et elle dira à son fils, « Enfin, tu sais, ton père, ça fait 10 ans que je lui demande de mettre un clou au mur. Ah ben, je vais te le mettre tout de suite, maman. » Et le papa, il va dire à sa fille, « Oh, tu sais, c'est terrible, ça fait 10 ans que je demande à ta mère, quand je suis très fatigué, de me faire un massage. Ah, mais moi, je sais faire des bons massages, papa, tu sais, je vais te faire un massage. » Et donc, petit à petit, se crée une intimité entre la fille et le père, et entre le fils et la mère, et des fois, dans des contextes comme ça peut aboutir sur des relations incestuelles dans un premier temps, comme dit Jacques Salomé, voire dans certains cas où il y a une souffrance transgénérationnelle derrière, à de réels incestes physiques, parce que la frustration, la pulsion n'est plus contrôlable pour le père ou pour la mère. Évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le père, on le met en prison, ou en traitement psychiatrique, on prend la mère, on la met en prison ou en traitement psychiatrique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien changé du tout, on a juste puni, sans comprendre tout le chemin que je vous ai montré de manière très synthétique, très exagérée, pour vous le faire passer avec humour, pour vous le faire passer visuellement. Mais comprenez que derrière tous ces drames, il y a toute une histoire qui s'est passée. Et que dans la pédophilie, c'est pareil. Un petit enfant qui est maltraité de la sorte inconsciemment, qui doit se retrouver quand il est enfant adulte, à l'intérieur, il reste bloqué à ce niveau-là. Et quand il sera adulte, le risque qu'il devienne pédophile sera plus grand, parce que quelque part, il n'a pas eu sa place d'enfant, il n'a pas vécu sa relation d'enfant, il a été dans une profonde souffrance. Il est vraiment grave celui-là. Heureusement qu'on l'a sur le film, on pourra le suivre. Bon, est-ce que vous voyez déjà comment il y a une pathologie qui peut s'installer dans l'intérieur d'une famille? Et ils vont être chat et chien. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est que si les parents, petit à petit, pour sortir de ces relations, reste ici, vont s'écarter un peu, ben le frère et la sœur peuvent rester ensemble, et il peut y avoir aussi des relations incestuelles entre un frère et une sœur, ou incestueuses. Il est bon, hein, je ne l'ai pas payé, hein, mais il est naturellement bon, on peut l'applaudir très fort.
Ah, je suis content, j'ai été compris. Bon, maintenant, on va compliquer un petit peu la situation et vous allez voir. Donc, je vais prendre d'autres personnes pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir aussi bien participé. Alors maintenant, j'aimerais bien 4 femmes et 2 hommes. Des nouveaux de préférence. Vous voyez que chaque nouveauté, il faut de plastique, neuroplastique dans la vie. Il ne faut pas toujours faire avec les mêmes, il ne faut pas toujours faire la même chose. Donc s'il y a des nouvelles personnes qui veulent bien venir, vous avez vu qu'il n'y a personne qui meurt. D'accord. Allez, encore un petit peu, un petit peu. Vous, venez. Vous attendez ici, je vais vous prendre dans quelques instants. Bon, puisque vous êtes copine, je vais vous prendre comme actrice principale. Le rôle que je vais vous confier va peut-être pas nécessairement vous plaire, mais bon. C'est un jeu, hein? D'accord? Alors voilà, c'est une situation vécue en cabinet que je vais vous illustrer ici, avec tout le drame qui va se passer derrière. Attendez, mettez-vous un petit peu en recul, si vous voulez bien, là. Je vais avoir besoin de vous tout de suite. Pardon? Oui, il manque un homme. Ben, sinon... Allez, oui. Vu qu'il est plébiscité par la salle, on va le reprendre. Et donc, il aura un rôle important dans le... Vous allez comprendre tout de suite. Attendez là, ouais. Et donc maintenant, on va prendre une situation plus complexe biologiquement, à savoir un couple homosexuel de 2 femmes. Donc vous allez vous mettre en couple, c'est autorisé. Elles ne sont pas mariées, ça se fait dans certains États ou dans certains pays, et elles ont un très très bel amour, donc il n'y a aucun jugement à porter, il y a juste à voir les conséquences de certaines choses biologiquement sur les enfants ou sur les personnes elles-mêmes. Donc c'est un cas clinique réel que je vous raconte, qui vient de se passer. Et ces 2 femmes qui s'aiment très fort décident d'avoir des enfants, ce qui biologiquement est bien évidemment impossible, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, on va aller à l'hôpital chercher le sperme d'un donneur. Alors, il est tout désigné, hein. Alors, cher monsieur, alors on va faire le docteur. Ouais. Et donc ça, c'est le docteur de l'hôpital, où ces dames se sont adressées pour un don de sperme de monsieur dont je ne citerai pas le nom puisque c'est sous X. Mais on a déjà pu voir dans ses antécédents qu'il avait une capacité particulière. Donc est-ce que vous auriez la gentillesse de vous masturber un petit peu pour la bonne cause et de donner un échantillon de votre sperme virilissime au docteur ici présent? Et donc voilà, le donneur X, on va le mettre dans le fauteuil parce qu'il est très fatigué après ce don cellulaire extrêmement bien vécu. Et donc le docteur qui a reçu le sperme après l'avoir congelé et après avoir reçu en consultation ces dames, va à présent introduire le sperme dans le vagin de la personne. Donc vous lui mettez entre les jambes. Il faut le garder, hein, sinon ça va pas prendre. Hein. Non mais avancez un peu comme ça. Ça va. C'est la procédure. Donc ça, vous voyez, c'est une insémination qui a pris. Elle garde le bébé, le taux d'hormones monte, tout
va bien, elle a chaud, c'est normal, c'est les hormones. Et donc, elles sont très heureuses, elles sont coude à coude dans la vie pour accueillir leur bébé, et au bout de 9 mois, elle accouche. Hop, on va me donner. Et... Non. Fais comme si tu étais trop... Bon, c'est une gauchère, mais on dirait qu'elle est droitière. Oui, pour une gauchère, ça fait bizarre. C'est vrai. Oui, j'ai bien compris, mais bon, voilà, c'est le hasard. Après, vous vous demandez pourquoi vous êtes choisi ou vous êtes choisi pour tel rôle ou tel rôle. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre histoire de famille? Ça ne veut pas dire qu'elles sont homosexuelles. Mais si elles se sont spontanément proposées pour un exercice que consciemment elles ne connaissaient pas, c'est possible qu'il y ait des éléments homosexuels dans leur histoire transgénérationnelle. C'est possible. C'est possible. Et c'est pas grave, c'est un comportement de survie dans lequel il y a quand même moyen d'accueillir une vie, malheureusement pas sans homme. Ça, on ne pourra pas s'en passer. Et donc, ce couple de femmes, très heureux d'avoir eu un premier enfant, se dit, lors de la prochaine insémination, c'est elle qui va le faire. Donc elle retourne voir le médecin, qui refait appel au même donneur, qui se réexécute pour que cette fois le sperme soit administré chez la deuxième personne. Mais là, comme dans la marche des empereurs, elle perd son œuf et la grossesse ne prend pas. Grande déception, conflit de séparation avec l'enfant, certes à un stade très précoce. Et donc, face à ces difficultés d'enfanter pour la deuxième femme, elle décide, vu que l'enfant commence à grandir, donc, vous venez, elles vont décider de mettre, vous pouvez reculer, attendez, je vais mettre les chaises, non, venez ici, mettez-vous ici entre, et donc, ça c'est le bébé qui devient plus grand, mais on va la mettre du côté de la femme papa, parce que on va réinséminer la première, vu que l'autre n'arrive pas à être enceinte. Donc, on est reparti pour un tour. C'est d'abord voilà, maintenant on n'a plus besoin du donneur. Merci. Et cette femme-là, qui a déjà enfanté une première fois, qui a su garder l'insémination, va accoucher d'un deuxième bébé. Et en fait, pendant ce temps-là, cette femme-là stresse de plus en plus, parce que comme elle n'est pas mariée, et que la loi ne prévoit pas, en cas de séparation, quelque chose par rapport à elle, si jamais elle se sépare, comme c'est sa compagne qui a porté les deux enfants sont au nom de sa compagne. Et donc, quand elle vient consulter cette femme-là, elle me dit « Je suis la mère de 2 petites filles », qui entre-temps a grandi un petit peu, donc vous êtes la deuxième. Quoi ? Non. Ah mais la loi ne reconnaît pas l'autre femme comme père. Donc comme elles ne sont pas mariées, non, elle est la mère, la seule au nom de la loi, biologiquement, donc vous êtes le deuxième enfant, et les 2 enfants portent le nom de la mère. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que juste pendant la grossesse, l'enfant est venu ici, mais levez-vous maintenant. Et en réalité, ils sont tous les 2 par là. Et le grand stress de cette femme, c'est qu'il y ait séparation avec sa compagne et qu'elle perde le droit, le contact avec ses 2 enfants, qui ne sont pas ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle va déclencher?
un cancer du sein droit, des canaux, parce que c'est un conflit de séparation avec les enfants dans le nid. Et cette femme donc va faire tout le parcours et tout le traitement dans cette terreur, et elle dit elle-même, je ne vivais plus à l'idée que si on se séparait, je ne puisse plus être la maman de ses enfants. Première chose, elle n'est pas la maman de ses enfants. Elle est la compagne de la maman de ses enfants. Et si on se demande, mais comment ça se fait que cette femme, si, dans cette place-ci, ne sait pas avoir d'enfants, eh bien c'est parce qu'elle est à la place de l'homme. Et que le fait de se mettre dans une place d'homme va avoir une incidence sur son système hormonal féminin. Et donc ce qui va se passer de terrible pour cette femme, c'est que dans la phase de convalescence de son cancer, une fois qu'elle va bien, sa compagne va la quitter avec ses 2 filles, parce que souvent ce qu'on craint le plus, c'est ce qu'inconsciemment on attire, et cette femme va se mettre en couple pour faire une nouvelle famille avec un homme divorcé qui a des enfants. Donc je ne sais pas si vous imaginez le stress, la douleur que cette femme a vécue. Et donc, cette constellation, va-t-on dire, pour ceux qui connaissent les constellations familiales, vous montre les conséquences possibles de quelque chose qui n'est ni bien ni mal, mais les risques et les choses auxquelles il faut penser en fonction des stress que ça peut engendrer de faire les choses en ne respectant pas la biologie. Maintenant, vous avez vu aussi que même quand on respecte la biologie, il peut y avoir plein de choses qui se passent avec les parents, les ex, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous remercie pour votre participation, à tous. Alors, comme je vois que l'heure avance et que on m'a demandé de terminer à 10 heures précises, parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend à 10 heures, et puis le drink après, l'échange. Donc, si jamais il y a une question vraiment très très importante, je veux bien l'accueillir, sinon je termine encore dans les 10 minutes qui restent, à vous parler un peu plus de tout ce travail. Et évidemment, je serai disponible pendant l'heure qui suivra, pendant le drink, si vous avez des questions ou si vous souhaitez me demander ou me faire part de certaines choses. Alors ici, ce que j'ai fait ce soir, c'est vous mettre en situation certaines choses que j'ai vues en pratique médicale dans mon cabinet, avec toute la souffrance que ça a engendré, comme le dernier exemple que je vous ai donné. Mais je peux vous dire aussi que quand il y a des deuils d'ex qui ne sont pas faits, ça fait beaucoup de souffrance aussi. Les familles nouvelles avec ça j'ai pas eu le temps de vous mettre en scène, en détail. Donc un homme et une femme se séparent, ils ont des enfants, les enfants vont tantôt à gauche, tantôt à droite, la femme reprend un compagnon, l'homme reprend une compagne, éventuellement ils viennent déjà de couples où ils ont des enfants, donc ça fait des choses extrêmement compliquées pour les enfants et de plus en plus difficiles à gérer du point de vue émotionnel, relationnel, communicationnel. Donc je salue effectivement le travail de Yakoudou qui s'est donné une sacrée tâche de faire quelque chose par rapport à être parent autrement, parce que la famille classique a fort changé, et puis surtout, ce qui est magnifique dans la difficulté qu'on traverse, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition. La seule chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, ça fait longtemps qu'on a quitté l'école. Alors là, vous êtes venus nombreux à la conférence et je m'en réjouis pour vous, pour moi et pour Yakoudou aussi. Il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail. Ça travaille même quand on s'en rend pas compte. Et ce travail, eh bien, il commence à être de plus en plus connu. Des personnes comme Jacques Salomé ont beaucoup parlé de toutes ces difficultés, ont écrit beaucoup.
Bruno Mbeek aussi, tous les gens qui ont travaillé la généalogie. Et si vous voulez des références, il y en aura bientôt sur mon site pour travailler tous ces outils. Je mettrai un maximum de liens dans un avenir très proche. Mais sachez que ça n'est vraiment pas un luxe de faire son arbre généalogique. Alors ça ne nécessite pas de remonter jusqu'à 18 générations. Ça nécessite simplement d'être honnête avec vous-même. Donc, vous ne devez pas aller courir les maisons communales, vous ne devez pas aller courir les administrations, vous pouvez le faire, vous pouvez aller sur le site des Mormons qui ont stocké plein d'informations, mais en général ils ont stocké des informations administratives, genre nom, prénom, date de naissance, date de décès, date de mariage, qui peuvent être utiles parce qu'on voit par exemple qu'il y a des enfants qui naissent à la date de mariage de tel ancêtre, etc., etc., ce qui est déjà indicatif de certaines choses. Mais ce qui est plus important, c'est tout l'affectif de l'arbre généalogique qui n'est pas encore suffisamment travaillé. Et on peut travailler l'arbre généalogique avec des outils émotionnels, avec l'hypnose ericksonienne, avec de la kinésiologie, avec de la psychophanie, etc., etc. Et quand on va chercher les émotions à l'intérieur de nous, du représenté familial qu'on a, eh bien ça permet de lâcher des choses et de changer l'image mentale qu'on se fait de notre famille ou de la relation qu'on a à l'homme en nous. Et quand on voit dans ce travail notre image mentale changer, nos émotions se libérer, eh bien je peux vous assurer que la relation aux hommes pour les femmes, aux femmes pour les hommes, de la mère aux enfants, du père aux enfants, eh bien, change profondément et que même la relation, notre relation à nos parents, quand on a encore la chance de les avoir, change aussi considérablement. Et il y a des choses qui peuvent se dire, il y a de l'affection qui peut s'exprimer, il y a des relations qui peuvent se faire, qui sont magnifiques et à côté desquelles on risquerait de passer quand on laisse toutes ces mines, quand on laisse tous ces programmes, quand on laisse toutes ces cristallisations émotionnelles et mentales dans notre histoire s'accumuler. Donc je ne peux que vous inciter à porter un regard attentif, à aller sentir dans vos familles tous ces blocages et à voir comment ils influencent, comment ils agissent sur vos vies, le plus souvent à votre insu, comment ils programment des choses dans votre vie qui reviennent cycliquement et comment, en prenant conscience de tout ça, vous pouvez changer profondément votre vie, celle de vos enfants, celle de votre couple et d'une certaine manière, comme on le dit en physique quantique, eh bien quelque part, c'est l'effet papillon, des petits changements dans un couple, dans une relation à ses enfants peut avoir un grand effet sur l'ensemble du monde et de l'univers. Je vous remercie pour votre attention, pour votre venue et je vous souhaite une très très belle nuit.